Eh bien, bonjour et bienvenue sur Cap sur la Bourse, l'émission boursière du Figaro. Le principe de l'émission, vous le connaissez, on est en direct. On répond à toutes les questions et nous espérons que vos questions seront nombreuses. Et surtout, eh bien, on est là pour vous aider à améliorer les performances financières de vos produits financiers. Nous recevons aujourd'hui Damien Mariette. Damien Mariette, bonjour. Bonjour Roland. Vous êtes le gérant de Échiquier Value, de la financière de l'Échiquier, une société de gestion qui est devenue une des plus importantes de la place parisienne. Vous êtes présent sur pratiquement tous les produits financiers, tous les segments de la cote. Je me souviens qu'à l'origine, vous étiez plutôt une société de gestion orientée sur une gestion de conviction plutôt que sur la gestion individuelle, indicielle, pardon. On se contente de répliquer les indices. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Nous sommes toujours une maison de conviction. Nous pensons qu'effectivement, la gestion de conviction a toute sa place et est créatrice de valeur sur longue période. D'accord. Donc, et on a de meilleures performances. On arrive à surperformer les indices en choisissant chaque fois les bonnes valeurs. C'est tout notre travail, effectivement, de sélectionner ces bonnes valeurs pour effectivement délivrer sur longue période la meilleure performance possible, si possible meilleure que les indices. Et donc ça, c'est effectivement notre travail au quotidien. Ok, donc on verra un petit peu comment vous travaillez. C'est une méthode assez originale. On y va, on démarre sur l'actu de la semaine. Alors, l'actu de la semaine aujourd'hui, eh bien, c'est les 30 ans, l'anniversaire. Je ne sais pas si on peut le fêter, mais on peut le commémorer, en tout cas. L'anniversaire, donc, du krach boursier du 19 octobre 1987. C'était la plus forte secousse boursière jamais enregistrée à Wall Street, puisque au cours d'une seule séance, l'indice Dow Jones a perdu 22,6%. Pour faire simple, il y a eu un krach obligataire, une hausse des taux très très forte, et ça s'est répercuté sur le marché des actions à Wall Street et sur l'ensemble des places boursières mondiales. Alors, quand on regarde aujourd'hui la courbe sur longue période des marchés boursiers, et finalement, on a la courbe du CAC 40 là, sur 30 ans, et on se rend compte que finalement, ce krach terrible, finalement, c'est un tout petit morceau, un tout petit incident sur une progression extrêmement forte. Et donc, il ne faut pas avoir peur des krachs, en fait. C'est ce qu'il faut conclure de cet épisode ? Oui, effectivement, parce qu'en fait, le krach de 87 a été, comme vous l'avez dit, vertigineux sur une journée. Il n'empêche qu'on a perdu près de 40% entre le point haut et le point bas en 1987. Il faut se rappeler que 2 ans après, en 1989, le marché américain avait déjà retrouvé ses plus hauts. Et si on prend les 10 dernières années, plus récemment, entre 1997 et 2017, on a eu 4 retracements majeurs sur les bourses mondiales. 97, la crise asiatique, 2002, l'éclatement de la bulle Internet, 2007-2008, la crise financière, et puis plus récemment, en 2011, la crise des dettes, notamment la crise grecque. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à l'exception de certaines zones géographiques, dans les 2 ans qui ont suivi ces crises, les marchés ont retrouvé leur plus haut. Et pour le cas de certains fonds communs de placement, ils ont même été plus rapides que ça pour retrouver ces points hauts. Donc effectivement, les crises, pour le moment, ont en tout cas été toutes absorbées sur la durée. Absolument. Alors je ne sais pas si on peut revoir de nouveau la courbe du CAC 40. Le Dow Jones, lui, donc, est au plus haut historique. Il a passé récemment les 23 000 points. C'est une très belle performance. Nous, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on n'a pas encore retrouvé, finalement... on s'est remis des cracks, mais on n'a pas retrouvé les plus hauts de 2000 et 2007. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de performance ? Oui, alors il y a deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, on n'a pas retrouvé ces points sur le CAC, mais ça, c'est effectivement sans les dividendes. Absolument. Avec les dividendes, le CAC est au-dessus. Mais à Wall Street, il n'y a pas de dividendes non plus. Les dividendes n'a pas à Wall Street, effectivement, et c'est pour ça que j'allais venir sur le deuxième point, qui est que l'Europe a mis un peu plus de temps à réagir que les États-Unis. La crise étant originaire des États-Unis, l'Europe a finalement... comme souvent trinquer plutôt que se mettre en avant rapidement. Et donc on a mis en place les politiques de quantitative easing bien plus tard que les Américains. Et donc effectivement on est en train de reprendre sur les niveaux de 2007 et de 2011. Mais effectivement on a pris un peu de retard par rapport à ça. D'autant que dans le même temps, l'économie américaine a profité du boom sur les valeurs technologiques, sur lesquelles effectivement les marchés européens sont très peu représentés, puisque les gros acteurs de la technologie sont essentiellement américains.
Tout à fait. On reviendra peut-être un jour dans une émission sur ces indices, comment ça marche et comment ça fonctionne. On a une question de Théo. Doit-on craindre un prochain krach boursier? C'est vrai qu'on a pas mal de similitudes peut-être avec 87, un endettement général dans tous les pays importants, le Dow Jones au plus haut, des taux d'intérêt très bas qui ne peuvent finalement que remonter. Est-ce qu'on est dans une situation similaire? Est-ce qu'on doit craindre un krach aujourd'hui? En fait, les situations sont rarement similaires. Elles ont des points communs, mais à chaque fois qu'un krach survient, il survient sur un point différent de la crise d'avant et même sur les crises précédentes. Et donc, il est vrai qu'on vit de toute façon des périodes de cycle avec des périodes effectivement haussières et des périodes baissières qui surviennent via un krach. Donc, il est inévitable qu'à un moment donné, et on ait une correction boursière. De là à dire qu'on aura un krach, c'est un autre débat, puisque tout dépendra du retracement qu'on fera. Mais il est vrai que les marchés sont un peu plus chers qu'ils ne l'étaient les années précédentes. Il n'empêche que l'Europe est peut-être dans une situation différente de celle des États-Unis, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, nous sommes dans une économie qui va mieux, qui est en train de retrouver de la croissance, ce qui n'est pas le cas de l'économie américaine qui a déjà plusieurs années de croissance derrière elle. On a aussi une Europe qui a retrouvé de la stabilité, puisque sur les 3-4 dernières années, il y a eu beaucoup de craintes sur une dislocation de la zone européenne. Et là, effectivement, cette année, les deux écueils que tout le monde craignait, qui étaient les législatives françaises et allemandes, sont plutôt globalement bien passés, puisque effectivement, que ce soit Emmanuel Macron ou Angela Merkel, ils sont passés globalement dans un fauteuil, ce qui permet effectivement d'avoir une assise plus importante sur la zone euro, et donc de ce fait-là d'avoir un environnement qui est légèrement différent des États-Unis, même si on se doute bien que si les États-Unis toussent ou la Chine tousse, il y aura forcément des répercussions sur la zone européenne. Mais en tout cas, pour le moment, tous les indicateurs sont plutôt positifs. Alors, contrairement à ce qu'on entend régulièrement, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bulle de valorisation. Même à Wall Street, vous semblez dire que finalement Wall Street, c'est un petit peu plus tendu que l'Europe? Alors, on n'a pas de bulle de valorisation en Europe. On a des actifs qui sont plus ou moins bien valorisés. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est dans un environnement de baisse des taux qui a duré maintenant un peu plus de 10 ans, et que cet environnement a favorisé certains types de valeurs dont les valorisations sont relativement élevées, au détriment d'autres compartiments de titres qui ont des valorisations soit équivalentes à leur historique médian, soit inférieures à leur historique médian. Pour les États-Unis, c'est un autre point, puisque sur les États-Unis, il y a effectivement cette sphère technologique qui a beaucoup participé à la progression des indices, que nous n'avons pas en Europe. Et effectivement, beaucoup de questions se posent sur les valorisations de ces boîtes américaines qui empilent qui valent des centaines de milliards d'euros en capitalisation boursière, ce qui est quand même assez significatif. Ok, bon, eh bien, écoutez, donc on est plutôt rassurés. On passe au top et au flop de la semaine. Alors, le top aujourd'hui, ça va peut-être vous étonner, mais c'est CGG. Le groupe, on montre l'image, là voilà, on peut la voir, le groupe parapétrolier CGG. En milieu de semaine, on a appris que la société finalement allait être sauvée. Les créanciers ont accepté l'ensemble des termes des restructurations financières qui leur étaient proposées. Et donc la société est sauvée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris 28% en une semaine. Est-ce que vous étiez sur la valeur ou pas? Non, du tout. Effectivement, CGG a connu un parcours boursier chaotique sur les dernières années. Le mouvement est violent cette semaine. Il est à la hauteur des taux des shorts qui étaient présents sur la valeur, puisque le titre était extraordinairement shorté. Alors le short, c'est quoi un short? En fait, un short, c'est une position de vente sur ce titre. Et effectivement, des gens jouaient la baisse de CGG. Et avec l'annonce de l'acceptation de la restructuration, il est évident que la société ne sera pas en faillite. D'accord. Est-ce qu'on peut revoir le graphique de CGG? Voilà, ça c'est le graphique sur court terme, mais effectivement on avait également commandé un graphique sur très long terme de CGG sur 5 ans. Voilà, là on le voit bien. Et effectivement, on voit que une journée de hausse, c'est très bien, mais si on était présent sur la valeur depuis le début, on aurait effectivement perdu beaucoup d'argent. De façon globale, vous vous méfiez toujours des sociétés parapétrolières en dépit de la remontée du prix du pétrole? Non, alors on ne se méfie pas des valeurs. Ce dont on se méfie, c'est de l'endettement. Et le cas de CGG est assez symptomatique, puisqu'en fait, le problème de CGG n'est pas le problème opérationnel, puisqu'il y a d'autres groupes parapétroliers qui connaissent des problèmes opérationnels à l'image de CGG. La différence première de ces groupes vis-à-vis de CGG, c'était leur endettement. Et effectivement, le groupe CGG avait un endettement trop important
et une incapacité à pouvoir rembourser cette dette qui a de fait mis le groupe dans une situation très délicate, dans une situation qui l'empêchait de pouvoir éventuellement rembourser les échéances à venir, qui les force donc à trouver une solution. La capitalisation boursière de CGG ayant fondu, vous l'avez vu sur le graphique, une augmentation de capital n'était de toute façon pas suffisante pour sauver la société. Il n'y avait donc plus que la restructuration de la dette pour permettre à CGG de repartir sur le droit chemin. Mais la visibilité est toujours aussi mauvaise. Financièrement, c'est à peu près sauvé, mais c'est pas assez clair. Il n'y a pas assez de visibilité pour y aller, peut-être votre sens, je ne sais pas. En fait, il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'effectivement, la société est sauvée. Maintenant, il suffit de voir qu'une fois que la recapitalisation sera faite, quelle sera la valeur du groupe CGG, puisqu'il y a pas mal d'options et de warrants qui sont en jeu pour effectivement savoir quel sera le vrai nombre de titres de ce titre après cette opération. Et il est évident qu'à partir de ce moment-là, ce sera plus intéressant de voir si effectivement quel est le multiple de valorisation de CGG pour vraiment savoir si la société est attractive ou pas attractive du fait qu'effectivement cette restructuration va peut-être amener CGG à avoir des multiples plus importants. Ok, écoutez, on va regarder, mais effectivement, c'est une valeur. Nous, au Figaro Bourse, on s'est également tenu longtemps à l'écart, et on est toujours à l'écart de la valeur. On passe au flop. Au flop, oui, c'est bien ça. Et cette semaine, eh bien, le flop, c'est Publicis. C'est Publicis, sur la courbe, il y a un décrochage tout à fait à droite de la courbe. Publicis, finalement, a publié des chiffres trimestriels qui ont été très légèrement inférieurs à ce qu'attendait le marché. Ils ont annoncé un chiffre d'affaires au troisième trimestre de plus 1,2%, et le marché attendait plutôt un 8 ou un 9. C'est pas une catastrophe, mais il y a eu une sanction, et on a l'impression que finalement, Publicis n'est plus la belle valeur sur laquelle on était habitué d'investir. Il y a peut-être de façon plus profonde, l'impression que les marchés reprochent à Publicis son incapacité à continuer à faire évoluer ses marges. Alors déjà, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que le marché dans lequel évolue Publicis est en train de changer. Quand on voit par exemple les chiffres de L'Oréal, on voit que le pourcentage de dépenses marketing sur le chiffre d'affaires qui était de 31% est descendu à 29%, ce qui sous-entend que la progression des dépenses marketing du groupe n'est plus en relation avec la progression du chiffre d'affaires, ce qui fait que le gâteau des dépenses publicitaires ne progresse plus. Ce qui fait qu'on avait l'habitude, comme les groupes comme Publicis, d'avoir une progression. Il progresse plus ou il passe par d'autres canaux? Alors, il progresse moins. Ouais. Ce qui fait que c'est pour ça que la progression de chiffre d'affaires de Publicis sur ce trimestre était décevante, puisque le groupe s'attendait effectivement à ce que Publicis suive la progression du chiffre d'affaires des groupes pour qui elle fait le travail. Maintenant, il y a un autre élément, comme vous l'avez souligné, qui est qu'effectivement, il y a une multitude de canaux maintenant pour faire des campagnes publicitaires, et que de nombreux groupes utilisent maintenant un message de mass market, donc utilisent Publicis, puis font du ciblage très précis en utilisant d'autres canaux, des canaux plus Internet, sur lesquels Publicis n'a pas forcément la même part de marché qu'elle a sur la télévision, la radio ou la presse. Est-ce que, très brièvement, est-ce que vous êtes à l'achat sur Publicis ou bien vous tenez à l'écart de la valeur? Alors nous, on se tient à l'écart de la valeur d'un point de vue value, puisqu'elle n'est pas encore rentrée dans des critères value. Elle a été dans les portefeuilles de valeur de croissance, elle ne l'est plus, tout simplement effectivement parce qu'on avait des doutes quant à la pérennité, en tout cas à court terme, de ce business model-là, puisqu'effectivement, vous l'avez souligné, l'arrivée de nouveaux acteurs est compliqué à gérer pour Publicis, en tout cas à court terme. Écoutez, vous nous parlez de value, donc on y arrive, c'est le dossier de la semaine. On passe au dossier de la semaine. Alors, le dossier de la semaine, eh bien, c'est votre gestion. Qu'est-ce que la gestion value? Finalement, au fil des émissions, ici, on voit défiler des gérants qui courent après la croissance. Finalement, c'est assez facile. On prend une société de croissance, on se met dessus et ça monte tout seul. Eh bien, vous avez un style de gestion un petit peu différent, très différent même, et vous pensez qu'on peut gagner plus d'argent, il y a plus d'opportunités à trouver dans des valeurs qui sont décotées ou en retard. C'est bien ça, la gestion value? Tout à fait. Alors, en fait, il faut faire bien évidemment très attention à la définition du value, puisque même les acheteurs de valeurs dites de croissance veulent acheter pas trop cher. Hein. Personne ne veut acheter les choses à un prix démentiel. Nous, notre philosophie d'investissement est relativement simple. On utilise finalement un vieux credo d'anciens investisseurs value. Donc je vais emprunter cette phrase à Warren Buffett et à Benjamin Graham, qui est que l'investissement value, c'est de trouver la valeur, le dollar à 50 centimes. Ça, c'est relativement facile à dire, c'est plus compliqué à trouver. Et le vrai sujet, en fait, il est après de s'assurer qu'on ne s'est pas fait refiler de la fausse monnaie
connaît, excusez-moi ce vocabulaire, Ouais. et donc faire attention au value trap. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Un value trap, ça veut dire qu'on a une valeur qui n'est pas chère, qui est faiblement valorisée, mais plus finalement elle ne se revalorise jamais et elle est de plus en plus basse et on se fait avoir Oui. si on l'achète en croyant faire une affaire. En fait, c'est ça. Hein. Tout à fait, puisqu'en fait, les problématiques des sociétés dites value, elles connaissent des problèmes, et le problème des value traps, c'est que ces problèmes sont généralement structurels et que donc effectivement, année après année, le chiffre d'affaires et les marges décroissent et donc finalement, la sanction boursière est de plus en plus importante, voire même certaines d'entre elles disparaissent complètement du paysage boursier. Alors, comment on fait pour opérer la valeur décotée, la pépite là, qui va multiplier par 10 ou par 100 par exemple, Publicis, bon, vous nous dites que finalement, ce n'est pas trop le bon moment, le système structurellement a changé, CGG, la visibilité n'est pas très bonne. Comment vous y prenez pour repérer ces valeurs décotées? Alors en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les valeurs en fait, ont plus ou moins des cycles qui sont des sinusoïdes. Et en fait, plus les valeurs sont de qualité, plus les amplitudes entre les points hauts et les points bas sont faibles. On parlait de Publicis, c'était une valeur dite de croissance, qui aujourd'hui est peut-être en train de perdre son statut, qui si ça continue va peut-être se retrouver en territoire value, pour un jour peut-être retrouver son statut de valeur de croissance. Donc en fait, notre marché, il est globalement assez important, puisqu'on peut sélectionner tout type de titres. Il y a des exceptions, puisqu'il y a des titres qui ne tombent jamais dans la sphère value. Typiquement, L'Oréal n'est pour l'instant jamais tombé dans la sphère value, peut-être un jour. Et donc, effectivement, notre sujet... Vous guettez, là, en fait. Vous êtes un guetteur de... On guette les opportunités, effectivement. Et donc, il y a dans ce marché des choses qui sont relativement sympathiques. C'est que tous les ans, on a des déconvenues qui sont plus ou moins importantes. Et il y a beaucoup d'émotions dans les marchés. Et l'émotion fait souvent faire de mauvaises choses. Et c'est souvent le cas, puisqu'on arrive souvent à avoir des dossiers sur lesquels les gens, au-delà de la décote, on les ont délaissés. Et finalement, dans ces dossiers-là délaissés, décotés, comme plus personne n'en attend rien, la moindre bonne nouvelle est tout de suite, ou même l'absence de mauvaise nouvelle est tout de suite une bonne nouvelle. Donc c'est ça qui est vraiment très important pour l'investisseur value, c'est trouver des valeurs dont les problèmes sont conjoncturels et pas structurels, dont la valorisation est attractive et qui, globalement, ont à leur tête un management compétent. Alors, on a des petites questions. Alors, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais on va y revenir. Valentin nous demande, qu'en est-il des marchés asiatiques suite aux déclarations du président chinois et son ouverture sur le monde? Alors, c'est une très bonne chose, puisque c'est vrai qu'effectivement, les Chinois avaient l'habitude de envahir les autres marchés et ne pas forcément laisser les autres acteurs venir dans leur marché. Avoir un marché ouvert, c'est finalement une bonne chose. Ce qu'on voit surtout, c'est que les marchés asiatiques, et la Chine en premier, est en train de prendre la mesure de ce qu'elle a fait sur les dernières années. On voit par exemple qu'elle se tourne de plus en plus vers la consommation, qu'elle est en train de travailler sur ses surcapacités. Notamment, on a parlé de l'acier, c'est un secteur qui a été très touché par les surcapacités chinoises. Les Chinois sont en train de se rendre compte que leur économie n'est pas totalement parfaite, qu'il y a des zones sur lesquelles ils doivent retravailler. Et effectivement, l'ouverture au monde va dans ce sens, puisque en étant beaucoup plus présents sur les biens de consommation, leur marché intérieur étant gigantesque, il y a quand même l'opportunité de pouvoir faire des ventes à l'export, et notamment sur les autres marchés émergents, que sont effectivement l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine. Donc le congrès du Parti communiste s'est conclu sur une bonne nouvelle pour les boursiers. Ça paraît un peu paradoxal. Oui, mais ça a été souvent le cas avec le bureau politique chinois. Tout à fait. On a une autre question d'Aurélien qui nous demande, que pensez-vous des bitcoins? Je ne peux malheureusement pas répondre, c'est un sujet que je ne maîtrise pas assez. D'accord. Bon. En tout cas, je crois que ce n'est pas la seule question qu'on a eue sur les bitcoins. On avait dans d'autres émissions déjà encore une qui arrive. Pascal nous demande, les taux bancaires sont très bas depuis de nombreux mois et malgré cela, il n'y a pas de croissance. À quand l'explosion de la bulle? Alors on a dit qu'il n'y avait pas de bulle. Non, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de bulle. Et effectivement, c'est vrai que les taux restent bas. Maintenant, en tout cas, les anticipations de hausse des taux longs sont plutôt positives. Donc on devrait avoir des taux longs qui devraient remonter. Ne serait-ce qu'en 2018. D'accord. Mais c'est pas, je veux dire, ça va remonter, c'est pas une explosion non plus. Hein. Tout va dépendre de l'amplitude de cette hausse de taux long. On a l'impression que les banques centrales vont faire ça de manière intelligente et qu'il n'y aura pas d'explosion à la hausse de ces taux. Et donc, si elle est progressive, les marchés devraient pouvoir l'absorber. D'accord. Allez, on revient à notre notion de gestion value. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le moment, dans le cycle boursier, qui est quand même assez élevé, est-ce que c'est le moment de jouer ce type de valeurs décotées où on a intérêt à rester
sur la croissance, les valeurs de croissance. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question concernant est-ce que c'est une gestion efficace. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et quand on regarde sur période très longue, donc c'est un indice monde, on regarde que le MSCI World Value, par exemple, sur une période... MSCI, c'est l'indice mondial. L'indice mondial, effectivement, fait par un organisme. Ouais. Depuis 1974, l'indice Value est en progression de plus de 8000%, contre seulement 4000% de progression pour l'indice de croissance, donc ce qui prouve que la value est efficace. Alors il est peut-être un petit peu plus volatile aussi. Prenons des périodes plus courtes. Ouais. Sur 20 ans, le value surperforme la croissance. Sur une période plus courte, depuis 10 ans, la croissance surperforme le value. Nous sommes à environ 75% de performance pour la croissance versus 45% pour le value, ce qui n'était pas le cas sur la période 97-2007. Et quand on va un peu plus loin dans cette analyse, on se rend compte que la surperformance du value, enfin de la croissance sur le value, est souvent corrélée au taux. Et donc plus les taux ont tendance à baisser, plus la croissance surperforme. Et donc inversement, lorsque les taux remontent, le value surperforme. Et aujourd'hui, on est clairement plus dans une période de remontée de taux longs qu'une poursuite de la baisse des taux longs. Donc normalement, cet environnement devrait être favorable au type d'investissement value. D'accord. Alors si je suis convaincu par vos arguments, et surtout j'ai noté 8000% de hausse, effectivement, on a envie d'y aller sur ces values, sur ces valeurs value. Dans quel secteur on les trouve? Où est-ce qu'on les trouve, ces valeurs? C'est ça, en fait, qui est relativement intéressant, c'est qu'on peut les trouver partout. Alors, elles sont essentiellement sur des thématiques cycliques, puisqu'en fait, le cycle peut amener... Étant relativement violent, on peut avoir des opportunités relativement rapidement. Il peut arriver qu'on trouve des opportunités dans des sociétés moins cycliques. Ça a été le cas, par exemple, nous, l'année dernière, on a initié une position en Swatch, donc un groupe horloger suisse. Oui. Très honnêtement, la Suisse et le value, ça fait déjà rarement bon ménage. Le luxe et le value encore moins. Et pour autant, on a pu, l'année dernière, initier une position. On ne sait pas, c'est pas que des montres en plastique. Hein. Non, c'est aussi des montres de très grande marque. Et ils ont racheté beaucoup d'horlogers. Effectivement, oui. Et donc, Swatch était à des cours d'achat. Tout à fait. En fait, Swatch, pendant l'été de l'année dernière, traitait à 1,2 fois les fonds propres et 1,2 fois les capitaux employés. Le point bas depuis la création de Swatch était une fois en 2009, donc au plus bas des marchés. Et donc on avait relativement un prix sympathique pour une société de qualité, hein, puisque Swatch a quand même démontré sur une période très longue sa capacité à générer du chiffre d'affaires et de la marge, et qui avait souffert des mesures anticorruption chinoises qui avaient été annoncées il y a quelques années. Donc il est possible de trouver du value dans certains secteurs. Prenons l'exemple des banques, qui aujourd'hui est objectivement un secteur assez value. En 2006-2007, les banques étaient considérées comme des valeurs de croissance. Donc tout cela est bien évidemment sujet à se modifier au fur et à mesure des années. Et dans les valeurs très cycliques, la sidérurgie, je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver de la value ou bien c'est encore trop risqué? Non, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la Chine a pris conscience des surcapacités en acier et donc elle est en train de rationaliser le marché, ce qui va permettre une amélioration des prix. Et comme les prix de l'acier par le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont corrélés au prix de l'acier chinois, si le prix de l'acier chinois remonte, les prix européens et américains vont remonter aussi. Et puis, deuxième effet très important, au-delà de la Chine, c'est que les marchés américains et européens sont en train de se consolider dans tout secteur cyclique qui connaît... on va dire des moments difficiles, il y a de la consolidation pour effectivement permettre aux acteurs restants de, en tout cas, générer de nouveau de la profitabilité et se retrouver dans un environnement un peu plus sain. Donc on peut regarder le secteur, des choses comme ArcelorMittal. Alors nous sommes présents sur ArcelorMittal qu'on a initié cette année et sur ThyssenKrupp qui est un aciériste, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant dans le value, puisque souvent on s'intéresse, on regarde le verre d'eau à moitié vide. Et donc par exemple sur Thyssen, on a regardé souvent l'acier, tout en oubliant que c'était un très grand opérateur d'ascenseurs et que les boîtes d'ascenseurs en Europe ou même dans le monde ont des valorisations très élevées. Ce sont des beaux actifs de croissance et dans Thyssen, cet actif-là est complètement oublié. Ok, donc on retient Swatch, le secteur bancaire qui est très dévalorisé, peut-être des valeurs sidérurgiques comme ThyssenKrupp et ArcelorMittal. On termine cette émission par le coup de cœur de la semaine. Alors, cette semaine, le coup de cœur, on a été le chercher à Wall Street, sur le Nasdaq. On n'a pas trouvé grand-chose à la Bourse de Paris et on est tombé sur Apple. Alors, Apple, c'est la plus grosse
capitalisation boursière au monde. C'est la plus grosse société. On voit le graphique là, un graphique assez superbe. On est un petit peu en dessous de 160 $. On est pratiquement, on le voit, au plus haut historique. Alors Apple, c'est une société qui est particulière parce qu'elle est à la fois technologique, mais elle est faiblement valorisée en bourse. C'est de la croissance ou c'est de la value pour vous, Apple? Alors, pour ceux qui détiennent Apple, je préfère pour eux que ce soit de la valeur d'une croissance, puisque value et valeur technologique font rarement bon ménage. J'ai en tête la dernière valeur technologique qu'on a dit être value, c'était Research in Motion, le producteur de BlackBerry, qui, comme vous le savez, a fait faillite. Donc généralement, value et technologique... On dit qu'elle est faiblement valorisée, un petit peu comme une société par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je pense à la notion de value. Oui, alors en fait, elle est effectivement moins bien valorisée que les autres groupes technologiques, tout simplement parce qu'elle est aussi différente des autres groupes technologiques. Effectivement, Apple est un groupe de vente de téléphones, donc de hardware, qui objectivement a souvent une valorisation inférieure à ceux qui font des softwares ou des groupes purement technologiques type Internet, qui ont une valorisation qui est parfois bien plus élevée que des groupes qui produisent des produits comme des téléphones ou des ordinateurs. D'accord. Vous êtes acheteur au cours actuel d'Apple ou vous en aviez acheté ou quelle est votre position sur Alors, nos fonds globaux sont positionnés sur cette valeur. Nous, en tant que value, on n'est pas positionné sur Apple. Mais ça, c'est effectivement d'un point de vue value. Pour nous, elle n'est pas assez attractive d'un point de vue value. Ok, donc les fonds globaux, parce que finalement, c'est la première capitalisation mondiale, donc il faut être dessus. Non. Mais vous, gérant... Enfin, en tout cas, dans les indices, je ne sais pas. Oui, en tout cas, oui, c'est effectivement le premier poids des indices. Voilà. Mais vous, en tant que gérant de conviction... En tant que gérant de conviction value, c'est vrai que je ne peux pas me positionner sur ce type de valeur. Maintenant, je comprends le positionnement acheteur des fonds globaux qui voient en Apple la croissance. Nous, par défaut, en tant qu'investisseur value, on n'achète pas la croissance future. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, dernière petite question, pour que vous puissiez venir sur Apple? Une forte baisse, hélas, pour les actionnaires? C'est ça, effectivement. Okay. Bon, donc ce n'est pas une très bonne nouvelle. On va laisser Apple dans le camp des valeurs de croissance en espérant que ça dure. Eh bien, merci. Cette émission est terminée. Merci à tous. Merci à vous, Damien Mariette. Merci. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Figaro Bourse. Vous pouvez retrouver cette émission et surtout l'ensemble de nos conseils boursiers sur l'ensemble des valeurs cotées à la Bourse de Paris et au-delà. Merci et au revoir.